J'ai malheureusement connu un meurtre qui était une avocate qui a été égorgée dans son cabinet. Moi, j'ai reçu des menaces, des petites choses, des petits cercueils dessinés, des choses comme ça. Un scientifique de très haut niveau qui avait tué sa femme, coup de pistolet sous les yeux de leur fils. L'essentiel de votre activité, il y avait énormément de règlements de compte à la calèche, du trafic de stupes dans les quartiers, dans les cités. L'argent fait perdre la raison. 5 jeunes étaient dans une voiture, ils se sont fait mitrailler, il y a eu 3 morts et 2 blessés graves. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Ils font Marseille. Je vous rappelle le principe, donc dans cette émission, je reçois toutes les semaines des personnalités de tous bords, de tous champs et de tous horizons qui contribuent à façonner la ville de Marseille. Je reçois bien sûr des grandes personnalités qui sont déjà sous le feu des projecteurs, mais je reçois aussi des personnalités de l'ombre qui, par leur action quotidienne, contribuent à faire de la ville ce qu'elle est aujourd'hui et à la façonner de l'intérieur. L'émission est disponible sur YouTube bien sûr, mais aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas également de nous suivre sur Instagram. On y publie régulièrement du contenu de l'actu un peu plus régulière. Aujourd'hui, je vais recevoir Jacques Dallest. Jacques Dallest est un magistrat français qui fut successivement juge d'instruction, procureur de la République et surtout procureur général de la République à Marseille, ici pendant 5 ans. Depuis, il a travaillé sur de très nombreuses affaires à forte visibilité médiatique, notamment la triste affaire Maïlis avec le procès Nordal-Lelandais. Dans cette émission, on va parler de tas de choses avec Jacques Dallest. On va parler de Marseille, évidemment. On va parler surtout de la criminalité à Marseille et des trafics de stupes et des règlements de compte autour de la ville de Marseille. Et on rentrera dans le détail avec un certain nombre d'affaires sur lesquelles Jacques Dallest a pu intervenir. Et puis on parlera de la sortie de son dernier livre sur les chemins du crime. Jacques, bonjour. Bonjour Benoît. Ravi de vous recevoir et merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. Déjà, avant même de commencer, vous êtes heureux de revenir à Marseille? Quel effet ça vous fait? Ah oui, j'aime bien, je reviens assez régulièrement à Marseille. Moi, j'habite en Haute-Savoie, c'est ma région natale, avec un milieu un peu différent, le lac, la montagne. Et j'aime beaucoup revenir à Marseille dans une autre ambiance, la mer, la lumière, la vie marseillaise, j'aime bien. Et je vais souvent d'ailleurs dans les quartiers du centre, à Noailles. J'aime beaucoup me replonger dans cet univers que j'ai pratiqué pendant 5 ans, effectivement. Vous étiez au palais de justice, c'est ça que vous disiez? Vous avez vécu? Oui, j'étais affecté, j'étais en poste au tribunal de Marseille et à l'époque, avec la présidente du tribunal, j'avais un logement de fonction et j'habitais dans le palais de justice. Pour vous dire, c'était vraiment un milieu confiné, ce qui était pratique pour les déplacements et j'en ai fait beaucoup, notamment la nuit sur des règlements de compte. C'était pratique d'habiter près du Vieux-Port, mais bon, c'est vrai que j'étais un peu bloqué, confiné dans ce microcosme du palais de justice. Jacques, on va parler de beaucoup de sujets. On va parler de votre expérience, évidemment, en tant que procureur général, procureur de la République, ici à Marseille. Avant qu'on rentre dans le cœur du sujet et que je vous pose mes premières questions, j'aimerais bien juste qu'on resitue. Donc, vous avez été procureur de la République. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, parce que c'est peut-être pas clair pour tous les Marseillais qui nous écoutent, quel est le rôle aujourd'hui? On sait que c'est un poste qui est exposé, on en parle énormément dans les médias, mais quel est le rôle du procureur de la République? Alors, le procureur de la République, c'est un magistrat, c'est un agent de l'État, ce n'est pas un avocat qui lui est membre d'une profession libérale, donc c'est un agent de l'État, magistrat. Il y a 2 types de magistrats, il y a les juges du siège, ceux qui jugent, qui instruisent les dossiers, qui les jugent, et ceux qui poursuivent les auteurs de crimes et délits, qui sont les procureurs de la République. Donc je l'ai été pendant longtemps, et dans cette fonction, le procureur de la République, qui est assisté de collègues, vice-procureur, substitut, exerce ce qu'on appelle les poursuites pénales. C'est-à-dire lorsqu'il y a un événement qui se produit à Marseille, la police, la gendarmerie rendent compte au procureur qui décide des suites à donner à cette affaire. Et tous les jours à Marseille, il y a des gens qui sont arrêtés pour des vols, des agressions. Et le procureur et ses collègues décident des suites à donner, les font comparaître devant le tribunal, les font remettre en liberté, etc. Ça va du crime, le plus grave, jusqu'à la petite délinquance. Évidemment, à Marseille, c'était très important. Donc, c'est l'homme qui poursuit, qui accuse, c'est lui qui représente la société à l'audience, face aux avocats de la défense, aux avocats de la victime. Mais ce n'est pas lui qui juge. Lui, il poursuit, il accuse. Et donc, c'est une fonction qui vous met en relation avec beaucoup d'intervenants dans la société, les associations, les élus, la préfecture, les administrations, l'école, puisque c'est autant de domaines où il peut y avoir des faits de délinquance. Et donc, c'est un métier très riche, puisqu'on est dans une poste d'observation de la société, dans ce qu'elle a un peu de pathologique, dans ce que la société a
un peu difficile, les crimes et délits. C'est, les accidents, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, mais ça fait aussi le quotidien de la vie de Marseille. C'est un poste sur lequel on est beaucoup sur le terrain, ou alors, je crois que vous étiez en l'occurrence beaucoup sur le terrain. Est-ce que c'est un parti pris dans votre poste, ou est-ce que ça fait partie de la fonction elle-même? Alors les procureurs vont sur le terrain, les procureurs en titre celui qui est le chef du parquet pour les affaires les plus graves, les catastrophes, les grandes affaires. Moi, quand j'étais en fonction, j'y allais assez souvent quand j'étais disponible, j'étais pas toujours présent. Je retrouvais mon collègue de permanence sur les règlements de compte, sur des meurtres ordinaires à Marseille. J'ai été peut-être sur 40, 50, 60 scènes de crimes, des accidents graves, des événements qui se sont produits de toutes sortes à Marseille, puisqu'il n'y avait pas que des meurtres, mais il y a aussi des faits divers. Et moi, j'ai toujours aimé aller sur le terrain pour m'imprégner un peu de l'ambiance, rencontrer les enquêteurs, et j'ai beaucoup appris. En allant sur le terrain. J'ai malheureusement fait un peu du tourisme judiciaire à Marseille en allant dans les quartiers nord, beaucoup pour les règlements de compte, 13e, 14e, mais aussi dans les quartiers sud, la Cailleule, etc., dans le centre, la Belle de Mai et tout ça, puisque Marseille... je suis passé en venant de chez vous pas très loin d'un bar qui se situe presque au bout du cours des Siennes d'Or, à 2 pas, qui est toujours là, ce bar. J'avais été à peut-être minuit sur un règlement de compte, un client qui avait été abattu, je me souviens encore. Comme du Vieux-Port. Ouais. Voilà, et donc ça m'a toujours beaucoup appris. Je l'ai peut-être fait plus que mes collègues, mais mes collègues aujourd'hui, je vous dis, sur les affaires marquantes, n'hésitent pas Et on apprend beaucoup, puis je crois que c'est important que le procureur lui-même puisse voir éventuellement le préfet de police, le maire du secteur. Ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a apporté beaucoup. Alors, première question que je voudrais vous poser, Jacques. Donc, vous avez travaillé, vous êtes né à Annecy, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été en poste à Rodez, à Lyon, Roanne, bref, vous avez sillonné la France. C'est une émission, Ils font Marseille, qui est à destination des Marseillais. Et pour quelqu'un comme moi, qui est donc un Marseillais de 30 ans, qui a vécu entre Marseille et Paris, on a parfois le sentiment que Marseille, d'un point de vue médiatique, en tout cas au prisme de la criminalité, est un peu stigmatisé, en tout cas montré du doigt. Donc vous qui avez sillonné la France et qui connaissez le fonctionnement judiciaire au cœur du réacteur, et notamment au prisme de ces différentes villes, est-ce qu'effectivement il y a une surreprésentation de Marseille dans les affaires de criminalité, ou est-ce que c'est simplement une machine médiatique qui se met en marche dès qu'on parle de Marseille? À ce moment-là, on en fait des caisses, si je puis me permettre l'expression. Ouais, il y a toujours une amplification de tout ce qui se passe à Marseille parce que c'est Marseille. Exactement. Cela dit, pour avoir été dans beaucoup de villes petites et grandes, j'étais à Bordeaux, à Lyon, Grenoble, etc. Marseille, c'est un peu atypique quand même. Marseille, forte population, deuxième ville de France, ville très étendue, ville relativement pauvre, ville de tradition de grand banditisme, puisqu'on parle de Marseille, la mauvaise réputation. Il y a des livres qui ont été écrits il y a très longtemps. Au début du XXe siècle, il y avait des affrontements entre bandes criminelles, la bande de Saint-Jean, Saint-Mauron, etc. Il y avait déjà des affrontements liés à Marseille avec les fameux nervis, le quartier réservé du Panier. Il y avait une densité de malfaiteurs, Spirito et Carbone. Enfin, il y a toujours cette tradition du grand banditisme, marquante en France, certainement. Plusieurs facteurs, encore une fois, le côté cosmopolite, une certaine pauvreté, l'aspect port aussi. Et depuis très longtemps, la French Connection, les années 70, c'est là que malheureusement un magistrat a été abattu, le juge Michel, en 1981 à Marseille. Donc Marseille, il y a forcément une amplification parce que c'est Marseille, mais vous avez vu, je crois que c'était en 2023, le nombre de règlements de compte, c'est un nombre effarant. Donc c'est là qu'on tue le plus. Donc comparativement, oui, la réponse est oui. Oui, on tue beaucoup, mais on tue peut-être encore plus proportionnellement dans les Antilles, dont on parle moins, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, mais Marseille, évidemment, tout de suite, on peut faire de belles images lorsqu'on est journaliste, parce qu'on est vite présent. Il y a aussi une espèce de prisme spécifique sur Marseille, mais il y a aussi une réalité criminelle incontestable. Il y a les chiffres qui sont sortis en début d'année du préfet de police et du nouveau procureur de Marseille, du coup, Nicolas Besson. On est à 49 homicides en 2023 et 24 en 2024. Donc c'est ça la volumétrie que vous avez traitée quand vous étiez en poste, à peu près une quarantaine, entre 20 et 40 Alors les chiffres homicides. Que vous citez, sont uniquement les meurtres dans le cas de règlement de compte. Du narcotrafic. Il faut rajouter des meurtres classiques, meurtres conjugaux, les etc. meurtres ordinaires dont vous parlez. À Marseille, on tue pour des raisons d'affrontement de bandes liées au stup, mais aussi on tue pour des raisons ordinaires. Moi, j'ai été sur des gens pour des places de parking qui sont donnés des coups de couteau, toutes sortes de choses. Donc, il y a une densité.
qui est aussi fonction de il y a plus d'1 million d'habitants dans l'agglomération avec les petites communes d'à côté, donc il y a une densité criminelle. Voilà, donc les chiffres étaient très hauts il y a quelques années, ils baissent un peu, mais demain, ce soir, il peut y avoir un double règlement de compte à Marseille, et de nouveau, les caméras se braqueront sur Marseille. Moi, je me souviens qu'on parlait beaucoup des règlements de compte, pas tellement ceux qui se passent la nuit au pied d'une cité, mais ceux qui se passent la journée près d'une école, par exemple, ou en pleine journée. Si demain, il y a un règlement de compte sur le Vieux-Port, on en parlera plus, parce qu'il y a une forme de... Les gens se sentent concernés. J'aurais pu être victime d'une balle perdue. Finalement, quand ça se passe dans les quartiers nord ou quartiers sud, on s'en désintéresse un peu. Je me souviens d'un règlement de compte qui s'était passé vers 10h du matin, je ne sais plus où, près d'une école. Alors, émotion... il aurait pu y avoir des dégâts collatéraux, comme on dit. Donc, il y a tout ça. Et Marseille, c'est toujours été la lave qui peut, en fusion, qui peut d'un coup exploser. Il y a des périodes de calme. Et puis d'un coup, une succession de règlements de compte. Même si la police, il y a un gros travail qui est fait. Il y a des arrestations de malfaiteurs. On en juge régulièrement. Mais malheureusement, depuis maintenant 20-25 ans, et ça s'est accru ces dernières années, il y a le narcotrafic qui a pris une ampleur démesurée, qui génère des sommes considérables. Et aujourd'hui, on se tue, on s'entretue, plus qu'on ne le faisait il y a une période plus ancienne. Et que vous le savez aussi, il y a eu un rajeunissement des auteurs. Tout ce phénomène est un peu nouveau. Et on le voit même dans d'autres villes, des villes moyennes qui sont touchées par ce phénomène. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet d'ailleurs que vous abordez assez régulièrement sur le visage de la criminalité aujourd'hui à Marseille, et notamment des narcotrafiquants. Vous le disiez, ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus connectés. Aujourd'hui, on a une image en tête qui nous vient, quasiment un idéal type au sens weberien du terme, où on pense à un jeune des cités qui est connecté. Est-ce que c'est la réalité, ou est-ce que la réalité est beaucoup plus diffuse en ce qui concerne les narcotrafiquants et Moi, je pense que Internet... Et donc les réseaux sociaux, sur ces 20 dernières années, et ça s'est encore accéléré ces 10 dernières années, jouent un rôle important dans l'espèce de débordement, de désorganisation, de violence, où on alimente son agressivité en allant sur Internet, on voit des vidéos de toutes sortes, on recrute des petites mains, on vend des produits en faisant du marketing par les réseaux, etc. Donc je pense que s'il n'y avait pas cela, il y aurait beaucoup moins de trafic, il n'y aurait pas une diffusion du trafic, il y aurait toujours du trafic. Avant l'apparition d'Internet, il y avait des gros trafiquants, mais aujourd'hui, vous êtes un petit peu organisé, vous pouvez avoir une connexion avec l'Espagne pour vous approvisionner en hashish, l'amener ici, puis vous développez votre petit réseau dans une cité. Avec le danger, c'est que vous allez faire de la concurrence avec un autre groupe qui va peut-être ne pas vouloir l'accepter. Et si vous voulez, quand on est dans le milieu de la délinquance organisée, grand banditisme ou petit banditisme, il y a un moment, la violence est nécessaire. C'est-à-dire que même en 2025, on tue, on torture, on violente pour montrer qu'on est puissant, qu'on intimide les autres, qu'on les élimine mais qu'on les intimide. Il n'y a pas d'autre moyen. On gagne de l'argent par des escroqueries, la cybercriminalité, sans violence. Mais la violence, si vous voulez vous imposer dans le milieu de la criminalité, elle est nécessaire. C'est pour ça qu'on a toujours, en France comme dans tous les pays, vous allez au Benelux, c'est la même chose, c'est le recours à cette violence qui est la violence extrême. C'est que la peine de mort existe chez les malfaiteurs, elle n'existe plus dans notre société, mais elle existe chez les malfaiteurs. Et si vous voulez être reconnu, vous imposez, vous tuez. Et vous allez tuer des cibles faciles, vos petites mains. Mais il y a un moment, c'est presque nécessaire pour vous montrer votre présence dans le monde du banditisme. Et ça explique cette espèce de diffusion, de banalisation. Et je vous dis, partout en France maintenant, à Dijon, à Clermont-Ferrand, il y a des règlements de compte mortels dans des domaines, dans des cercles où il n'y avait pas forcément de gens violents, pour lesquels, à la limite, tuer, c'est passer du virtuel des jeux vidéo au réel, d'une certaine manière. Et ça pose un problème de cette accessibilité à la violence la plus extrême de jeunes qui ne sont pas forcément des gens fondamentalement violents, mais qu'ils deviennent parce que ça fait partie des rites, des obligations pour vous faire respecter. Et si vous avez un peu d'intelligence, capacité de la grande violence et une forme de respect autour de vous, vous pouvez monter une équipe. C'est comme ça, la DZ Mafia, le clan Yoda, tout ça se sont montés. Et donc là aussi, à un moment, ça fait peur aux autres, il y a de la concurrence, donc on va flinguer celui qui monte, qui émerge. Et puis après, il y a une tête qui prend le relais.
Et même quand vous mettez des gens en prison, moi je l'ai vécu à Marseille, hein, on a eu des exécutions à la sortie des Baumettes. Quand vous incarcérez un trafiquant d'un certain niveau, qu'est-ce qui se passe? Donc à un moment, il y a d'autres qui vont peut-être vouloir prendre sa place. Il est au trou, donc nous, on prend sa place. Donc le gars, dans sa prison, il peut commanditer l'exécution de quelqu'un qui lui a piqué sa place. Et quand le gars sort de prison, cette fois, il fait peur. Il sort, mais il voudra peut-être reprendre la place, donc on va le tuer. Vous voyez, paradoxalement, le fait d'arrêter des malfaiteurs, on ne peut que s'en féliciter, peut aussi générer des nouveaux passages à l'acte, des violences, parce que vous savez que les téléphones circulent en prison, etc. On peut commanditer des crimes au Baumettes. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on a du mal à agir. On a reçu récemment un surveillant pénitentiaire qui effectivement nous en parlait de l'organisation et de ce qui peut se créer de manière interne au Baumettes. On parlait donc des acteurs effectivement de la criminalité. Vous citiez la DZ Mafia, vous citiez aussi le clan Yoda. À Marseille, dans les discussions qu'on a, les discussions dans la rue, qu'on peut avoir, des discussions avec les différents interlocuteurs du quotidien, on a l'impression qu'il y a différents clans, et je crois même que vous avez utilisé le mot. Donc on a les Comoriens, on a les Algériens, on a les Kosovars, on a les Corses, on a les Italiens, bref, on a l'impression que c'est des tas et des tas de clans réunis. Est-ce que la réalité, c'est celle-là? Elle est fragmentée comme ça? Oui. Moi, j'ai connu les affrontements entre les Blacks, c'était des jeunes d'origine comorienne, et les Gitans. C'était des affrontements avec des séries d'homicides assez impressionnantes. Je me souviens de l'affaire du Clos Larose, un jeune de 16 ans, le petit Gomez qui avait été abattu, un autre de 11 ans qui avait été grièvement blessé. C'était un affrontement. Et ça, c'est classique. Il y a des générations comme ça qui apparaissent, qui disparaissent. Alors peut-être à base ethnique, d'une certaine manière, ou de quartier. On se connaît dans un quartier. En Corse, on fréquentait un bar, le petit bar, etc. Il y avait des choses comme ça qui, à un moment, en imposent, parce qu'il y a un peu plus d'intelligence ou de détermination, et ça a toujours existé. Donc aujourd'hui, on a l'impression que la DZ Mafia a un peu envahi et a presque le monopole, mais il y a d'autres clans. Et la DZ Mafia, ce n'est pas une structure pyramidale, un peu à la style mafia italienne, c'est une association, un cartel, d'une certaine manière, de groupes criminels qui commence à utiliser des méthodes un peu à la mexicaine, comme on dit. Et donc, il y a un moment, et qu'est-ce qu'on voit en général dans le fonctionnement de ces groupes criminels, c'est qu'il y a un moment, il y a des trahisons et des alliances. Il y a des alliances entre clans, donc un moment, on travaille ensemble, on fait la paix, puis il y a des moments, il y en a un qui va trahir. Vous pouvez être trahi par votre lieutenant, par votre associé qui va vous piquer des sous, qui va vous carotter des trucs. Vous allez rejoindre une équipe adverse. Bref, et ça alimente les flingages. Et ça a toujours existé. Pourquoi? Parce que dans le milieu du banditisme, l'argent fait perdre la raison. Il y a un moment, il y a tellement d'argent en liquide. Vous avez vu ce que brasse les plans, on parle de 50, 60, 80 000 euros. Moi, quand j'étais à Marseille, à la Castellane, il y avait des plans qui ramenaient énormément de liquide. On avait saisi, je crois, c'était en 2013, plus d'1 200 000 euros en espèces, planqués chez des nourrices. Donc c'est du cash énorme. Et donc ça suscite tous les appétits. Un type qui est à peu près normal, quand il voit un monceau d'argent, ce qui est très facile qui tout de suite se dit, je peux mener la grande vie, je vais payer avec des billets de 100 euros, etc., 200. Ça fait perdre la raison, perdre les pédales. Et donc, comme la raison chez ces groupes, elle n'est pas dominante, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y en a qui veut toujours être plus gros que le voisin, qui veut manger le voisin, qui veut accroître son territoire, souvent des guerres de territoire, on en veut toujours plus. Plus on a de l'argent, mais ça on voit ça dans d'autres milieux, plus on est puissant, plus on veut étendre son empire. Et ça, à un moment, ça crée des interférences et ça crée des guerres. Il y a eu des guerres du temps de la French Connection, du temps de Jackie Imbert, de Francis le Belge, les grandes figures du banditisme à Marseille, l'affaire Tani Zampa, enfin les grandes figures des années 80. Il y a toujours eu ça. Alliance, trahison, et tout ça s'accompagne de morts, d'assassinats, et ça continuera. Et ces acteurs-là dont vous parliez de la French Connection, donc Zampa, donc Jackie Imbert, etc., ça nous renvoie vers une image du banditisme qui est une image quasi,
vais dire romantique, avec un code d'honneur de la mafia, un peu à l'image du Parrain. Est-ce que ça existe déjà, concrètement? Et si la réponse est oui, est-ce qu'il y a une cohabitation avec ces groupes de la DZ Mafia? Aujourd'hui, est-ce que les deux cohabitent ou est-ce que c'est simplement une image légendaire, enfin en tout cas transformée de la réalité? Moi, je me suis toujours élevé contre l'idée un peu romantique, vous savez, des voyous. Vous avez certains voyous repentis ou anciens, on va dire, qui vous expliquent que de leur temps, on tuait pas les flics, et c'est faux. Il n'y a jamais eu de romantisme, il y a eu de la grande violence. On tuait quand on pouvait, quand il le fallait, on torturait. Il n'y a pas eu un code d'honneur qui est différent d'aujourd'hui. Mais des années après, on a une vision un peu différente. Il y a des policiers qui ont été abattus à une époque sans difficulté. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est le côté très désordonné de ça. Ça s'est diffusé, ça touche beaucoup plus de monde qu'avant, qui touchait des clans plutôt ciblés, les Peut-être Corses et pas tout. de la même chose. Avant, c'était peut-être plus les boîtes de nuit. Oui, alors aujourd'hui, il y a, c'est il la y a deux drogue. domaines qui ont été désertés, il y avait la prostitution, qui était tout voyou français devait commencer à être julot, c'est-à-dire souteneur d'une fille ou de plusieurs. Ça a disparu. Enfin, il y a encore des proxénètes, mais plutôt étrangers. Les Français, ils sont partis, ils sont plus en France. Et puis il y avait le braquage, le vol à main armée. Ça a disparu. De temps en temps, il y a une attaque de transport de fonds, mais les braquages de banque, il n'y en a plus. Et donc, les deux piliers du banditisme, proxénétisme et braquage, ont disparu au profit d'autres formes de délinquance. Il y a de la contrefaçon, du vol en bande organisée, bien sûr, mais pratiquement au profit du narcotrafic. Pourquoi ? Parce qu'il y a une offre considérable de cocaïne et de hashish qui ont envahi. Et donc, tout ça s'est disséminé. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent assez facilement, alors qu'avant, le proxénétisme, c'était plus exposé. Braquer, ça demandait une certaine forme de courage. D'ailleurs, quand j'étais juge d'instruction à Lyon, on avait à l'époque des braquages de banque. Moi, j'avais quelques belles équipes de malfaiteurs qui se faisaient confiance. Ils ne seraient jamais montés sur un coup s'ils n'avaient pas une confiance absolue dans leurs collègues. On ne recrutait pas n'importe qui. C'est pas comme dans le milieu de la cam où on se trahit, on se balance et tout. Et c'était assez surprenant. Et ils avaient un code de l'honneur interne. Mais s'il y avait eu un policier à un moment sur une intervention, je pense qu'ils auraient tiré néanmoins. Donc il y a des choses qui ont disparu. Il y a le rajeunissement de ce milieu-là, la facilité plus grande. Dans les années 70, 80, un gamin de 14 ans, 16 ans n'allait pas tuer comme on le voit aujourd'hui maintenant à Marseille, si vous voulez. Donc il y a eu ces phénomènes nouveaux, mais je crois que là encore, Internet est pour beaucoup. Quel jeune n'a pas son portable aujourd'hui, va s'énerver, s'exciter sur des tas de choses, il va voir des choses impressionnantes. On peut se procurer toutes sortes de choses par le dark web et tout ça, alors qu'avant c'était très compliqué. Regardez, même dans le milieu de la pédocriminalité, le pédophile, il y a 40 ans, c'était compliqué. Il fallait prendre des photos, les faire développer, c'était risqué. Aujourd'hui, avec votre smartphone, vous pouvez prendre des photos de gamins, vous pouvez même commanditer aux Philippines, en Birmanie, des viols d'enfants en live streaming, enfin des choses incroyables, grâce à Internet. Donc ça fait naître de nouvelles formes de criminalité, ça facilitait le recours à des formes de criminalité comme le trafic, qui suppose des clients, des réseaux, des filières d'approvisionnement et tout ça. Et Marseille, au cœur de la Méditerranée, a un gisement considérable de petites mains, est très bien placé géographiquement pour alimenter toutes les villes périphériques, pas très loin de l'Italie, pas très loin des Balkans, pas très loin de l'Espagne. Finalement, Marseille sera, je pense, encore longtemps une capitale du crime. Il y en a d'autres, bien sûr. À l'époque, on parlait du gang des Lyonnais, mais il y a des villes où il y a du banditisme. Mais cette spécificité marseillaise, la taille de la ville, je pense, feront que pendant longtemps, il y aura encore du crime. Et donc, aujourd'hui, comment cohabitent ces équipes de jeunes de cité et tout ça, qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, avec des vieux voyous? Les vieux voyous, ils sont encore, je pense, dans les stupes, mais plus dans l'importation, discrètement. Ils sont dans d'autres formes, comme le racket, des choses moins visibles. Et finalement, chacun chez soi. Ah oui. On a eu quelques dossiers où il y avait quelques grands voyous qui étaient impliqués dans des trafics de drogue, mais ils ne vont pas aller dans des cités, etc. Ils seront plutôt dans l'importation ou dans le blanchiment, pas forcément dans le trafic lui-même, qui s'est encore une fois complètement rajeuni. Se pose d'ailleurs tout le problème finalement des consommateurs. S'il n'y avait pas des acheteurs, c'est un grand sujet, il n'y aurait pas cette offre. Et ça, c'est certainement un sujet de société.
Sur la question de Marseille, vous disiez capitale du crime. De la même manière que parfois on a le sentiment d'être stigmatisé, on a aussi le sentiment que la criminalité à Marseille, c'est une affaire d'agenda médiatique. On en parle, il y a un grand volontarisme politique en tout cas qui est affiché pour régler le problème, et puis le sujet disparaît pendant un temps et après il repop. Donc ce qui fait qu'on n'a pas, en tant que Marseillais, on a assez peu la visibilité, en tout cas en ce qui me concerne, et j'ai le sentiment qu'on a peu la visibilité de savoir est-ce que les choses évoluent dans le fond, est-ce que les choses avancent, et on va vers un traitement du problème à la racine, ou est-ce qu'en réalité on avance assez peu sur le sujet. Je pense que personne ne peut avoir la prétention de résoudre toutes ces questions. Tout ça, c'est une imbrication entre des faits de société, l'évolution moderne, la technologie, on en parlait. Et je crois que avoir prise, et on voit les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, ont du mal à appréhender ces sujets. On va en débattre certainement avant les élections de l'année prochaine et 2027. Faut-il légaliser la drogue, enfin, tous ces sujets de société qu'on n'arrive jamais à résoudre. Tout ça est très poreux. Et donc, je crois que ce sera pas simple, même si à un moment, c'est des choix politiques qu'il faut faire. Et les politiques ont du mal, puisque dire, est-ce qu'on va légaliser la drogue? Oui, mais ça veut dire un produit nocif pour la santé. Est-ce qu'on l'autorise? Bon, on a déjà le tabac, l'alcool. Bon. Est-ce que pour autant, ça cessera les trafics? Non. Parce que, regardez, aujourd'hui, vous avez des contrebandes de cigarettes, alors que les cigarettes sont en vente libre. Il y a du trafic. Et si un jour on légalise la drogue, il y aura une contrebande de shit, de coke, à des prix moins élevés. Bref, il ne faut pas croire que le banditisme va déserter un milieu qui lui rapporte de l'argent. Tout ce qui est trafic. Il n'y a pas que, d'ailleurs, la drogue. Trafic de véhicules volés, trafic d'armes, fausse monnaie et tout ça. Et donc, on a beaucoup de difficultés à essayer d'accepter la vie économique avec ces dérives que sont la criminalité, la marginalité, ce genre de choses. Vous aviez fait une déclaration à ce sujet. Je suis tombé dessus en travaillant sur l'interview ce week-end. Quand j'étais en poste à Marseille, on me demandait mes solutions pour éradiquer la criminalité. Je répondais toujours de manière provocante: pendez les dealers en place publique et coupez la main des voleurs. Ce sera très efficace, mais vous ne serez plus en démocratie. L'action pénale ne pourra jamais être la seule réponse. En tant que procureur, si j'ai appris une chose, c'est d'être lucide sur les limites de mon action. Avec les moyens actuels, on sait qu'on ne va pas révolutionner la situation sur le terrain. Marseille, c'est un éternel recommencement. À vous lire, on a le sentiment en fait que la justice est à bloc. Si vous interrogez Nicolas Bessonne, l'actuel procureur de la République de Marseille, qui est un garçon que j'aime beaucoup, je pense qu'il vous dira la même chose. Souvent, on survalorise l'action de la justice. Le vol, il est puni depuis des temps. Le meurtre, il y a toujours des vols et des meurtres. Donc, il ne suffit pas de dire on va vous condamner pour que le phénomène s'arrête et que vous allez au Baumette. Là, il y a un nombre de détenus, il y a un nombre de détenus en prison en France très élevé. Donc, l'action, elle est permanente. Tous les jours, je pense qu'aujourd'hui, vous aurez des gens qui vont être déférés au parquet de Marseille pour être jugés. Donc, ça travaille énormément. Mais c'est un peu comme l'hôpital. Est-ce que le service des urgences, qui traite des dizaines de patients va résoudre l'alcoolisme, les violences conjugales, les bagarres de rue. Et là, on voudrait que la justice elle-même solutionne tous ces sujets-là. Non, je pense que c'est des sujets d'éducation, de culture, de formation, tout ce qu'on veut, de rapport à l'autorité, qui n'est plus le même aujourd'hui que dans le passé. Mais si on pense que les décisions de condamnation vont à elles seules empêcher un phénomène, on se leurre. Je crois que on peut modérer. Moi, je disais à Marseille, on peut arrêter encore plus de monde si vous mettez plus de policiers. Mais il y aura toujours du trafic. Il y aura toujours des gens qui diront le jeu en vaut la chandelle. Je sais que je peux aller en prison. Donc, ne transposons pas à la justice, qui est un peu la voiture balai de la société, une responsabilité de société. C'est le rôle des parents, qui ne laissent pas leurs gamins traîner la nuit à 12 ans, 13 ans. C'est le rôle de l'éducation nationale, de la société. Et la justice n'est qu'au bout du système. C'est comme si on disait au médecin, le docteur, vous êtes responsable de ma maladie. Non, le médecin, il fait que constater une maladie, il vous donne un traitement. C'est pas lui qui fait le malade. On a l'impression, à écouter certains, que c'est la justice responsable de. D'ailleurs, petite parenthèse, les mêmes qui vous disent la justice est laxiste, parce qu'on entend ça, le jour où eux-mêmes sont concernés, mis en cause, comme par hasard, là, ils veulent une justice indulgente, attentive, respectueuse de leurs droits. Mais quand il s'agit de casser la tête du fils du voisin d'à côté, lui, il faut être très sévère. C'est très réversible, cette notion de justice laxiste. Il ne faut pas l'oublier, et ça, je l'ai vécu. Je veux dire, donc, il faut que la justice soit dynamique, soit présente. Il faut être sur un mode répressif. Moi, j'ai jamais eu de scrupule à manier
le bâton de la répression, c'est le rôle, le boulot des procureurs. Si on n'est pas d'accord avec la décision d'un juge qui a remis en liberté quelqu'un, on peut faire appel. Il faut utiliser ça. Voilà. Ne croyons pas, sauf à dire on enlève les juges. À ce moment-là, c'est les policiers qui font leur justice. Ce qu'on voit en Amérique du Sud, des escadrons de la mort, les policiers, ils abattent les dealers. Si on veut ça en France, je crois que ce serait un problème. Donc, à un moment, il y a des garanties réservées aux gens, même quand ils sont accusés de crimes et délits. Ça fait partie de la vie démocratique. Voilà, donc il faut prendre du recul. Et quand je disais en souriant que... Parce qu'on me posait souvent la question, oui, comment faire pour lutter contre la délinquance ? Je dis, vous allez comme en Iran, en Corée du Nord, peine de mort, exécution en place publique. C'est sûr que si on pendait les dealers, vous auriez une chute. Et oui, mais on n'est plus dans un État démocratique. Si j'avais une autre explication, parce que là, toujours en souriant, je disais, j'ai une autre possibilité, c'est que vous enlevez tous les hommes de la ville de Marseille, il n'y a plus que des femmes. Et là, vous faites chuter de 90% la délinquance. C'est ça, c'est 10% les femmes. Puisque c'est ça, la délinquance des femmes, c'est 10%, même moins. Donc, plus d'hommes que des femmes. Et là, vous verrez la tranquillité. Mais on aurait sans doute d'autres phénomènes, d'autres problèmes. Non, mais pour dire qu'en fait, nous, on a nos forces de la démocratie, mais aussi nos faiblesses. C'est les mêmes de la démocratie qui fait que tout le monde a des droits, même le plus des grands des criminels. Et qu'à un moment ou à un autre, les règles démocratiques auxquels on est lié par des textes internationaux doivent s'appliquer. Et c'est bien comme ça, puisque encore une fois, je vous dis, un jour ou l'autre, n'importe qui peut être prévenu dans une affaire pénale. Regardez, je crois qu'aujourd'hui commence un procès du maire de Saint-Étienne pour une histoire de sextape. Ça arrive plus facilement qu'on ne pense d'être impliqué soi-même dans une affaire pénale. Et c'est aussi quelque part l'objet de votre bouquin, où vous dites qu'il y a énormément de crimes ordinaires. On en reparlera, mais ça fait partie de la vie du quotidien aussi. Oui, et puis un gamin peut faire le con à 16-17 ans, et que peut-être dans 10 ans, il sera un honnête citoyen. Donc on ne va pas lui couper la tête non plus. Si on revient sur votre expérience de procureur de la République ici à Marseille, donc vous avez dirigé un certain nombre d'enquêtes, on a parlé des règlements de compte, mais pas que, vous avez aussi travaillé sur des affaires politiques, on va en parler juste après, mais l'essentiel de votre activité donc concernait des règlements de compte avec si je caricature et au vu de ce qu'on peut lire de votre activité ici, il y avait énormément de règlements de compte à la calache pour du trafic de stupes dans les quartiers, dans les cités. C'est l'essentiel de votre activité, c'était ça ? Oui, alors, moi j'avais des collègues autour de moi qui certains étaient très spécialisés, puisqu'il y avait la délinquance des mineurs, il y a plein d'autres aspects. La délinquance, j'avais mis en place à l'époque une cellule de lutte contre l'habitat indigne. C'est un problème à Marseille, vous savez, l'habitat insalubre et tout. On avait monté une cellule pour lutter. J'avais été sur des incendies mortels dans des taudis à Marseille, c'était effrayant. Et puis il y a eu l'effondrement de la rue d'Aumagne depuis. Donc il y avait tout des tas de domaines, des atteintes à l'environnement aussi. C'était assez intéressant. Mais c'est vrai que mes journées, mes nuits étaient un peu rythmées par les exécutions, les assassinats, ce genre de choses. J'ai connu Est-ce qu'il y a une affaire peut-être que vous pouvez nous raconter, une affaire qui vous a marqué plus particulièrement que les autres ici ? Sur Marseille ? Oui, sur Marseille, quand vous étiez à Marseille. J'en ai eu tellement. Je me souviens d'une tuerie à Sainte-Marthe, le quartier Sainte-Marthe. Je crois que c'est le 13e ou 14e, je ne sais plus exactement. C'était en janvier. 5 jeunes étaient dans une voiture et sous un pont arrêtés. Et ils ont été coincés par 2 véhicules et ils se sont fait mitrailler à coups de Kalachnikov, fusil de chasse et pistolet automatique. Il y a eu 3 morts et 2 blessés graves. Il aurait pu y avoir 5 morts. Je me souviens, j'avais été sur place, on sortait les corps. Je me souviens du bruit que faisait le crâne d'une victime qui heurtait le sol. Il y avait des choses comme ça. Voilà, une tuerie, mais j'en ai eu tellement d'autres. Des meurtres aussi, pas forcément d'ailleurs dans le cadre de règlement de compte, que je raconte d'ailleurs pour certains dans mon dernier bouquin. J'avais écrit aussi en 2015 un bouquin, Mes homicides, où je raconte un peu mes crimes marseillais que j'ai vécu de toutes sortes. Mais j'ai eu des accidents aussi étonnants. L'affaire du chapiteau du concert de Madonna, ça vous dit sans doute rien. Un concert que donnait Madonna au Stade Vélodrome. Je crois que ça devait être 2010, quelque chose que ça. C'était l'été, Stade Vélodrome, concert en plein air. Et lors du montage du chapiteau de la scène, il y a eu un effondrement. 60 tonnes de poutrelles métalliques ont été montées. Il y a eu 2 morts et 8 blessés.
Enquête, et puis le procès a eu lieu il y a quelques années. Il y a eu des malfaçons lors du montage, et ça aurait pu se produire au moment du concert de Madonna. Vous imaginez, si Madonna écrasait. C'était juste un mois avant la reprise du championnat de France. Et à l'époque, Jean-Claude Gaudin, qui était évidemment très touché par ce drame, s'inquiétait aussi de la reprise du championnat, parce que comme il y avait 60 tonnes de poutrelles, il fallait qu'un expert puisse examiner tout ça, savoir pourquoi il y avait eu cet effondrement. Enfin voilà, des exemples. Mais des enquêtes très diverses finalement. Oui, parce que le procureur, il intervient évidemment sur des crimes, des délits, mais aussi ça peut être un crash d'avion, une collision de train, de car, une pollution, des tas d'événements, un incendie, un effondrement. On a de tout. Tous les événements qui peuvent avoir une suite judiciaire. Pas seulement les crimes et délits, mais aussi des accidents, puisqu'il peut y avoir un responsable à un moment ou à un autre. C'est comme les urgences. On était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que la délinquance et ces accidents ne s'arrêtent pas le vendredi soir à 18 heures. C'est souvent le week-end qu'il se passe des choses. Et donc, vous êtes un peu un urgentiste. Moi, j'ai souvent dit que le procureur, c'était l'urgentiste pénal. Il y a l'urgentiste de l'hôpital. C'est la même chose. C'est-à-dire que le proc, il est là, on lui rend compte d'un événement, il va se déplacer, il oriente le truc. Et si demain vous avez une affaire grave, mais ça peut être une affaire finalement pas grave, mais qui touche une personnalité. Quand j'étais procureur général à Grenoble, Emmanuel Macron s'est pris une gifle à Valence lorsqu'il y a eu un serrage de main par un individu. Donc le procureur de Valence a dû gérer ça. Mais bon, c'était pas grave sur le plan des faits, mais c'était quand même touché au chef de l'État. Voilà, vous pouvez avoir une affaire qui peut mettre en cause un élu. Là, pendant les élections municipales à venir, les histoires de couleurs d'affiches, les bagarres et tout ça, les diffamations, les accusations qui ne vont pas manquer contre les candidats municipaux, vous allez voir. Et ça, c'est du boulot en plus pour le procureur. En parlant d'affaires politiques, vous avez travaillé sur des affaires politiques. Précisément, j'allais en parler. Je pense notamment à la grande affaire qui a animé Marseille pendant quelques années, l'affaire Guérini. Vous avez beaucoup travaillé dessus. Vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, puisqu'il n'y a pas que la délinquance ordinaire, celle de la rue, celle de la criminalité organisée, mais il y a aussi tout ce qui touche à la gestion de l'argent public. C'est l'argent de l'État, mais c'est l'argent des collectivités locales, ce qu'on appelle les marchés publics, détournement de fonds publics. Et j'ai connu l'affaire dont vous parlez, qui mettait en cause les frères Guérini, mais d'autres aussi. Dossier qui a duré des années à l'instruction et qui a été jugé il y a quelques années. D'autres affaires ont mis en cause des élus, Sylvie Andrieux, un certain nombre de personnalités, que d'ailleurs il m'arrivait de rencontrer dans des cérémonies, puisque le procureur est invité, si vous voulez, donc c'était pas toujours facile. Mais moi, j'ai jamais été animé par une intention, une démarche politique, que ce soit élu de droite, de gauche. À partir du moment où on reprochait une infraction pénale à un élu de la République, infraction votée par ces mêmes élus, la plupart du temps, je devais appliquer la loi à tous. Parce qu'il y a un grand principe, je crois, auquel les procureurs sont attachés, c'est l'égalité devant la loi. C'est-à-dire qu'on applique la loi pour lui ou elle, pourquoi on ne l'appliquerait pas pour quelqu'un de plus puissant ? Ça, c'est un principe fort, même s'il sera toujours plus compliqué de démontrer la culpabilité d'un délinquant en col blanc que d'un voleur à l'arraché dans la rue, certes, mais néanmoins, la loi, elle s'applique. Et puis la loi française, elle est sévère. Vous avez un chapitre dans le code pénal, ça s'appelle les manquements à la probité, donc détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt. Souvent, les peines encourues, c'est 10 ans de prison. Ça a été voté par les parlementaires. Donc, à un moment, c'est pas des délits anecdotiques. C'est de l'argent des contribuables. Et combien de fois j'entendais dire « Ah oui, mais pourquoi vous me poursuivez ?» Mais lui, on parlait de Bernard Tapie aussi, on parlait d'un Marseillais. Pourquoi on ne lui applique pas aussi la loi ? Et oui, il y a un moment, la loi doit s'appliquer à tous. Sur Bernard Tapie, précisément, il y a une phrase pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, et même à l'opposé d'ailleurs. Éric de Montgolfier avait fait une déclaration où il prenait exactement le contre-pied de ce que vous disiez en disant je suis allé très fort et volontairement, mais parce que c'était Bernard Tapie. Oui, alors après, c'est sa façon de faire, le procureur de Montgolfier, qui est un type plutôt courageux, mais moi, je pense qu'on ne peut pas non plus en faire des tonnes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne est très connue, très médiatique, qu'il faut en rajouter. Au contraire, on doit essayer d'avoir la même attitude, mais évidemment, on parlera plus
d'une mise en cause pénale d'une personne importante que quelqu'un d'inconnu. Bien sûr. Et ces mêmes personnalités, lorsqu'elles sont mises en cause, qu'est-ce que vous voyez? Vous les voyez sur des chaînes d'infos le soir. Elles ont droit à des médias que vous et moi, auxquels on n'aurait pas droit. Donc, à un moment, ils protestent en disant on me fait un mauvais procès, je vais être traité comme tout le monde, mais ils ont droit aux 20 heures sur certains médias, donc ils ne sont pas traités comme tout le monde. Et c'est normal. Et moi, je considère que le fait d'être élu vous oblige à un respect, à une intégrité supérieure. D'ailleurs, la loi française dit que si vous êtes élu, c'est plus grave. Ouais. Comme quand vous êtes policier, c'est plus grave de frapper quelqu'un parce que, en tant que policier, vous devez vous maîtriser. Voilà. Et donc, cette loi que la justice ne fait pas, encore une fois, qu'elle ne fait qu'appliquer, qu'on peut changer demain, si on le veut, on ne peut pas reprocher à la justice de l'appliquer avec quelquefois sévérité. Pourquoi ? Parce que c'est aussi l'exemplarité. Si le fait d'être élu vous garantissait que vous seriez compétent et intègre, ça serait. Et on a vu combien d'élus en France et à l'étranger qui étaient corrompus, etc. Donc, sous couvert d'élection, je devrais être intouchable. Ne me demandez pas de compte. Ça, c'est pas acceptable dans notre société. À moins que demain, le législateur dise « Ah ben, si on est élu, on ne peut pas être poursuivi pendant son mandat pour des manquements à l'honnêteté. » C'est au pouvoir politique de l'assumer. C'est toujours pareil. S'ils veulent, ils pourront le voter. Voilà. Après, on ne prête qu'aux riches, bien sûr. On sera toujours mieux défendu quand vous êtes puissant, connu, que quand vous ne l'êtes pas. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Mais moi, j'ai toujours été très attaché, et je pense que mes collègues aussi, à vraiment l'application de la loi à tous de la même manière. J'ai un peu la même question. On parlait tout à l'heure de la surreprésentation de la criminalité à Marseille. En ce qui concerne la politique, pareil, on a un peu le sentiment, donc ville du Sud, etc. Et on a parfois le sentiment que les hommes politiques, il y a en tout cas une tendance qui fait que la corruption, le clientélisme, etc., il y a un terreau, un bassin qui serait plus favorable à Marseille pour voir apparaître ce genre d'événement qu'ailleurs. La réalité derrière, en termes de chiffres, est-ce que c'est le cas ou est-ce que pas particulièrement, c'est quelque chose qu'on retrouve partout en France et pas plus à Marseille? Oui, je pense que si vous allez dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, il y a aussi des problèmes avec des élus de toutes sortes. On n'est pas très loin, ceci dit. En Corse aussi, voilà. Quelle ville, quelle région n'a-t-elle pas eu des délinquants financiers, des hommes politiques qui ont fraudé. Il y en a eu dans tous les coins de France. Quand vous avez du pouvoir et que vous maniez de l'argent public, il y a des tentations. Voilà. Je crois et on le voit dans tous les pays du monde. Quand vous pouvez recruter qui vous voulez, et ça se fait au niveau local, municipal, quand vous pouvez passer des contrats pour des marchés publics, favoriser, c'est tentant. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on verra toujours. D'utiliser ses pouvoirs tirés de l'élection pour des intérêts privés. Ça a toujours existé, c'est pas nouveau ce phénomène-là. Ici, il y avait un élu, Simon Sabiani, dans les années 30-40, qui était proche des spirito-carbone et malfaiteurs. C'était un élu corrompu complètement, qui était dans la politique, mais qui était lui-même presque un malfaiteur. Donc il y a cette tradition, mais qui n'est pas spécifiquement marseillaise. Il y a encore ce terreau de pauvreté, de tradition, certes à Marseille, mais qu'on voit dans d'autres régions de France. J'ai exercé en Corse, j'ai connu ça aussi, où là c'est encore un microcosme, plus de villages. Il y a d'autres phénomènes avec le nationalisme qu'on n'a pas à Marseille. Mais vous avez vite ces traditions, ces tentations-là. Moi j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour mes collègues de Sicile, par exemple. Beaucoup ont payé de leur vie, le juge... Falcone ont été tués par la mafia. C'était des gens très très courageux qui menaient des combats contre des mafieux qui avaient pénétré le milieu économique et politique. Ça, c'est le vrai danger. Quand le grand banditisme commence à irriguer, à aller dans le monde économique et dans le monde politique. Pablo Escobar, il avait réussi à se faire élire à un moment. C'était le grand parrain de la cocaïne en Colombie. Et la tentation de ces gens-là, c'est de s'embourgeoiser, de vouloir avoir un mandat politique pour s'installer. Parce que ce quoi rêvent les malfaiteurs, c'est finalement de s'embourgeoiser. Au début, on est dans un quartier pauvre, petite racaille locale, on monte. Et puis après, on se détache du terrain, on met un joli costume, belle voiture, puis après, on essaye de moins d'être sur les coups, mais on va toujours toucher de l'argent sale. Et si on peut pénétrer le milieu économique et politique, là, on est arrivé. Et ça, c'est la tentation. Et là, le phénomène mafieux, il est là. Et on voit ça dans beaucoup de pays du monde. Les cartels mexicains, ils ont une telle puissance qu'ils peuvent pénétrer tout le milieu politique local.
nationale. Et ça, c'est un vrai sujet. Et il faut y être attentif. Mais aujourd'hui, la corruption, c'est un vrai sujet. Et si on commence à tolérer ça, c'est très dangereux parce que c'est le principe après de la pomme pourrie. Si vous voulez, à un moment, elle peut gâter tout le saladier de pommes. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que, et heureusement, en France, on y est quand même vigilant. On est quand même dans un État centralisé. Mais il faut faire attention et ne pas tolérer les petits arrangements, les petites combines, les petits détournements, le bac chiche, parce que là, ça peut vite, on commence par le doigt, ce sera la main, après ce sera le bras. Vous évoquez la dangerosité du métier pour vos confrères en Sicile. Ici à Marseille, alors vous allez nous dire, est-ce que vous vous êtes parfois senti en danger? Mais je pense notamment, on a évoqué aussi tout à l'heure le juge Michel qui s'était fait tuer ici sur le boulevard Michelet. Ouais. Quand on prend son poste ici à Marseille, vous aviez peur? Vous êtes parfois senti en danger? Comment vous avez vécu ça? Moi, je considère que quand on vient à Marseille, mais comme ailleurs, on fait ce métier, il faut accepter les risques du métier. Vous pouvez, n'importe quel magistrat, un juge des enfants peut être pris à partie par une mère de famille à qui il aura enlevé l'enfant. Il y a eu des fois des accès de violence. Alors, on ne vit pas ce qu'ont vécu les Italiens, nos collègues italiens d'une époque, ce qu'ont vécu nos collègues algériens dans les années, vous savez, où des groupes islamiques s'en prenaient à l'État. Plusieurs centaines de magistrats ont été tués parce qu'ils étaient magistrats en Algérie dans cette époque. Et moi, j'étais très admiratif. Donc, on n'a pas ça. Quand j'étais en Corse, je suis resté 5 ans à Ajaccio. J'y étais au moment de l'assassinat du préfet Erignac. J'ai eu des gardes du corps pendant plusieurs mois. C'était pas très agréable parce que vous avez des gens autour de vous. Puis dans une ville comme Ajaccio, il y a la mer d'un côté et la montagne de l'autre, donc il n'y a pas tellement de chemin de dérivation. Au bout d'un moment, ça stresse un peu. Puis c'est pas tellement pour vous que vous avez peur, c'est plutôt pour vos proches, quoi, parce que peur d'un attentat. Mais moi, j'ai toujours considéré que si on accepte ces fonctions, notamment celle de procureur à Marseille, procureur de la ville de Marseille. Certes, on n'a pas à être tué, bien sûr, mais ça peut être à un moment quelque chose auquel on doit penser. Alors, s'il y a des signes avant-coureurs, il faut faire attention. Et on en a parlé un peu à Marseille. Est-ce qu'à un moment, il n'y aurait pas un risque qu'on s'en prenne à des magistrats de façon symbolique? Un groupe criminel veuille faire un exemple. Et on pourrait trouver malheureusement un jeune à qui on donnera de l'argent pour aller abattre un tel monsieur ou telle dame à la sortie du palais de justice. Ça peut se faire, ça. Et donc, il faut faire attention. Le problème du procureur, il a 60 personnes autour de lui, 60 collègues du parquet. On ne peut pas protéger 60 substituts, vice-procureurs et le procureur lui-même. Et on peut s'en prendre à n'importe qui. Donc, à un moment, c'est difficile. Et il pourrait arriver un jour, à Marseille ou ailleurs en France, qu'on s'en prenne physiquement à un magistrat. Surtout qu'on trouvera une main-d'œuvre de jeunes écervelés qui seront prêts, moyennant finance, à faire un contrat, à aller assurer le flingage de quelqu'un qui sera sans protection. Vous sortez du palais de justice ou vous sortez de chez vous. Voilà. Et espérons qu'on n'en arrive pas là. Mais je dis toujours, on ne peut pas faire des pronostics. Mais non, il n'y a aucun risque. C'est pas vrai. Moi, j'étais malheureusement en Corse au moment où on assassinait un préfet en fonction, le préfet Erignac. Il y avait déjà des affrontements, il y avait des attentats, des choses comme ça. Mais personne n'aurait imaginé qu'on allait abattre le préfet alors qu'il a déposé sa femme pour assister à un spectacle. C'était un truc qui était effarant, quoi. Donc, je l'ai connu malheureusement et on ne peut pas écarter qu'on s'en prenne à un magistrat un jour ou l'autre, comme on pourrait s'en prendre à un policier ou n'importe qui. Ça, si ça arrivait, puisque le dernier magistrat tué, c'est 1981, ça, ce serait quelque chose de très destructeur. Parce que s'il fallait assurer la sécurité de l'ensemble des magistrats pénalistes français, imaginez, c'est des milliers de gens. On ne peut pas protéger des milliers de gens, les juges d'instruction, les procureurs. Voilà. Donc, je dirais qu'il ne faut pas que ce soit une espèce de truc qui vous pèse, parce que sinon vous allez stresser et tout ça, mais il faut l'intégrer, quoi. Et je ne peux pas assurer qu'un jour, il n'y ait pas quelque chose comme ça. Espérons que ça n'arrive jamais. Moi, j'ai reçu des menaces, des petites choses, des petits cercueils dessinés, des choses comme ça. Je n'ai pas tiré. Et puis, j'ai reçu des lettres de gens à qui j'avais fait... que j'avais mécontenté. Mais vous savez, par définition, la justice, elle mécontente. Elle prend des décisions qui déplaisent. Quand vous mettez en prison, quand vous avez la garde d'un enfant, vous allez créer de la colère. Donc ça, on vous en veut.
Mais il faut l'accepter, ça fait partie du métier. Vous n'êtes pas là pour faire le bonheur des gens. Hein. C'est pas comme l'hôpital ou l'école. La justice, elle est là pour trancher des litiges. Parfois, au départ, Donc, si vous perdez votre procès, vous trouverez que la justice a été mal rendue, que les juges sont des vendus. Si vous êtes condamné au pénal, vous trouverez que vous avez été trop condamné, mais la victime trouvera que le gars n'a pas été assez condamné. Donc, vous faites forcément des mécontents. Oui. Mais il ne faut pas que ce soit exacerbé par quelquefois, que je reviens à ça, des médias qui en rajoutent toujours. Laxisme de la justice, laxisme de la justice, ça c'est une forme de facilité. Mais ça fait partie, je crois, aussi du métier, malheureusement. Donc, particularité locale, le climat qui entoure Marseille fait effectivement partie de ces particularités, de ces spécificités locales. Il y en a d'autres, la collaboration peut-être avec la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui est quelque chose d'aussi, je crois, assez particulier. Oui, moi j'ai connu 5 préfets de police, puisqu'il y avait une institution du préfet de police en plus du préfet de région, dont certains étaient des figures marquantes. Et on se retrouvait beaucoup avec le préfet de police sur des règlements de compte, d'ailleurs, le soir, en train de faire le constat un peu malheureux d'encore un règlement de compte. Bon. Donc, et moi j'ai toujours considéré que le procureur de Marseille devait collaborer, ce que fait excellemment l'actuel Nicolas Besson, collaborer avec le maire de la ville, qui a un rôle, le président du conseil départemental, la présidente et le préfet. Et si on se parle, on se dit les choses, ben on peut aider. Moi j'ai toujours été proche des préfets, même si j'ai fait du mal au successeur du préfet Erignac, le préfet Bonnet, l'affaire des paillotes, puisque on a eu une affaire une année après en Corse qui a impliqué le préfet de région, qui a été d'ailleurs condamné pénalement. Et pourtant, j'avais travaillé un peu avec lui après l'assassinat du préfet Erignac, et lui-même a commis des dérives. Hein, il a été sanctionné pour ça. Et voilà, je toujours considéré qu'il fallait avoir des relations cordiales et des relations de confiance qui n'empêchent pas de se dire les choses. Et vous pouvez d'autant plus vous les dire que vous pratiquez. Si c'est quelqu'un que vous ne voyez jamais, parce qu'il y a eu cette politique, mais qui quand même a bien changé, de certains procureurs qui considéraient moi je suis le procureur, je ne veux pas trop rencontrer le maire qui est un homme politique, le préfet. Non, chacun a sa part de responsabilité, notamment sur les questions de sécurité, et on s'entend. Et on peut ne pas être d'accord. Dire au préfet, attention, ça, monsieur le préfet, vous voudriez qu'on fasse ça, mais ça, c'est pas très légal, ça. Hein. Il y a des règles, hein, ou à quoi bon faire ça. Après, chacun peut dire, le préfet, il a une logique à lui, qui n'est pas celle du proc. Il peut toujours déplorer des décisions, certes, mais il doit être aussi respectueux des décisions de justice, comme le procureur doit comprendre aussi que le préfet, il a aussi des considérations d'ordre public, hein, qui ne sont pas celles du procureur. C'est le préfet qui décide que le match OM... PSG est reporté pour des raisons de sécurité. C'est pas le boulot du procureur. Par contre, s'il y a des débordements, des incidents, des affrontements, ça, le procureur reprend la main. Mais vous voyez l'intérêt de dialoguer, quoi. Et c'est comme ça qu'on fonctionne intelligemment. Autre spécificité peut-être, quand on pense à Marseille, il y a une sorte de tradition de l'art oratoire. Je pense à Michel Polac, je pense aussi à Gilbert Collard, avec lequel on est en contact d'ailleurs pour une future émission. Est-ce qu'il y a vraiment cette tradition de l'art oratoire dans le sud de la France et ici à Marseille, ou est-ce que, encore une fois, c'est quelque chose qui, pas une légende urbaine, mais en tout cas quelque chose qui est surreprésenté? Je pense qu'il y a une tradition de l'art oratoire dans le sud de la France. Les avocats corses que j'ai pratiqués sont des avocats, étaient et sont des avocats talentueux sur le plan oratoire. Beaucoup étaient connus, d'ailleurs Moreau de Jaffery, etc. et d'autres. Et à Marseille, bien sûr, il y a de très bons avocats. Mais vous savez, j'ai un peu bourlingué, comme vous l'avez dit. J'ai rencontré des avocats de grands barreaux et j'ai vu des avocats extrêmement bons. Sur le plan du talent oratoire. Hein. Ça, c'est les pénalistes un peu confirmés que j'écoutais toujours avec grand plaisir. Et, vous savez, moi, j'ai toujours été admiratif de l'avocat qui défend son client et qui peut être très mordant, mais tout en étant très respectueux dans les termes. Vous voyez ? Ce qui est facile, c'est l'avocat qui va agresser, utiliser des mots blessants pour dénigrer la victime et tout ça. Ça, c'est facile et c'est pas agréable et c'est même pas tolérable. Ce qui, par contre, est plus délicat, difficile, c'est d'arriver à dire des choses percutantes, mais avec des mots choisis. Ça, moi, j'ai rencontré des avocats qui avaient ce talent-là de trouver les mots justes, hein, pour affaiblir l'accusation, etc., sans attaquer pour autant le procureur et tout ça. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Il faut une maîtrise. Et à Marseille, il y a des grands pénalistes, évidemment. J'ai malheureusement d'ailleurs connu un meurtre d'un avocat qui était une avocate
qui était dans son cabinet, rue Saint-Féréol, Ouais, à Marseille, aussi. qui a été égorgé dans son cabinet, je me souviens. On s'était retrouvé avec le préfet de police. Ça devait être en 2013 ou 2012, je ne sais plus exactement. Au début. Oui. Et cette avocate a été retrouvée prostrée sur son bureau et on avait gelé les lieux d'ailleurs. On se demandait si c'était un accident ou autre chose ou un suicide. C'était malheureusement un homicide et c'était vraiment une affaire marquante. D'ailleurs, il y a eu une manifestation après le lendemain des avocats en robe. On était tous présents. C'était très émouvant. Elle a été tuée par un individu qui avait déjà tué quelqu'un d'ailleurs. C'était le fils d'un client à elle, je crois. Et ça, c'est des moments forts qui justement vous obligent à être dans cette proximité. De se dire, l'avocat, il fait aussi un métier qui peut être exposé, puisque oui, j'ai connu un préfet assassiné en Corse, une avocate égorgée dans son cabinet. J'ai heureusement pas eu de magistrat à tuer, tant mieux. Mais j'ai un moment, on peut être confronté au pire. Pour empêcher ça, c'est difficile. Les avocats reçoivent des milliers de clients. Donc, dans leur cabinet, il peut y avoir des gens énervés. Il y a eu des agressions contre des avocats, des menaces, parce qu'ils ne font pas plaisir toujours à leurs clients. Parce que le client, souvent, comme il paye, ils pensent que leur avocat leur doit beaucoup de choses. Mais il n'y a pas forcément une obligation de résultat. C'est un métier qui n'est pas facile. Et c'est pas simple parce que ils vivront des choses difficiles. Puis l'avocat, il peut être en défense, mais il peut être en défense des victimes aussi. Donc voilà. Et aujourd'hui où les médias sont à l'affût, à savoir comment ne pas non plus se laisser emporter par ça. Se positionner, Maître Zavaro, Béatrice, qui a été l'avocate Dominique Pellicot, avocate de Marseille, a su le faire très très bien dans le procès de son client qui était quand même accusé de choses terribles. Qui a été condamnée à la peine maximale. Elle a écrit d'ailleurs un livre dans la collection que je dirige chez Mareuil, Défendre l'indéfendable. Elle l'a fait très très bien. Elle a su trouver la bonne position, le bon positionnement pour défendre son client comme elle pouvait le faire, mais sans non plus accuser les victimes, parce qu'on a tendance aujourd'hui, on veut défendre, donc c'est les victimes qui racontent n'importe quoi, et ça peut être extrêmement blessant. Difficile à vivre pour les victimes, de s'entendre dire qu'elles racontent n'importe quoi. Et ça, c'est pas facile. Et ça, les avocats, il faut qu'ils sachent trouver le bon ton. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un jour, ils vont défendre le violeur, mais peut-être qu'un jour, ils défendront la violée. Vous voyez, donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est un métier passionnant. Et à Marseille, c'est vrai. Et puis, il y a une jeune génération de jeunes femmes avocates qui sont vraiment très, très bien. Marseille et dans d'autres barreaux. Et je trouve bien que la profession se féminise. Comme la magistrature, qui s'est largement féminisée, il y a de plus en plus de femmes, il y a une majorité de femmes magistrates, et vous avez une majorité de femmes maintenant avocates. Et le paradoxe, c'est que vous avez une justice pénale qui est rendue souvent par des femmes, mais contre des hommes. Les prévenus sont des hommes et les juges sont des femmes. Pas toujours, il y a encore quelques hommes, mais j'ai connu des tribunaux de petite taille où il y avait quasiment que des femmes. Femmes juges, femmes procureurs, femmes greffières, femmes avocates. Et dans le box, chez les prévenus, c'était des hommes. Oui, c'est un peu le paradoxe, mais c'est comme ça. On va parler un peu de vous, Jacques. Donc aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Vous avez fait votre dernière affaire avec Nordal Lelandais. 2022, oui. Voilà. Une retraite très active. Vous êtes très, très régulièrement dans les médias aujourd'hui. Alors, je suis dans le privé parce que je suis auto-entrepreneur, consultant judiciaire depuis 3 ans. Je suis aussi directeur de collection chez Mareuil, un éditeur parisien, où on publie des livres en lien avec le monde de la justice, du crime, d'avocats, de magistrats, de médecins légistes. Et ça, ce qui m'intéresse, c'est de rendre accessible au grand public. C'est ce que j'allais dire. On a le sentiment qu'il y a une volonté, et vous le dites dans l'introduction de votre livre d'ailleurs, une volonté de rendre la justice intelligible aux yeux de tous, c'est ça ? J'ai enseigné pendant des dizaines d'années en fac de droit et à Sciences Po comme enseignant, prof associé. Donc là, je formais des étudiants, peut-être des futurs professionnels. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de ne pas m'adresser spécialement à des juristes, c'est de m'adresser à des citoyens ordinaires qui ont tous une particularité. C'est que, je l'ai souvent dit, un citoyen, vous par exemple, Benoît, vous pouvez vous retrouver dans 4 positions en fait. Vous pouvez être victime d'un crime, malheureusement, dans la rue, un type vous demande une cigarette, et vous n'avez pas, il vous plante, vous êtes victime, peut vous arriver. Vous pouvez être témoin d'un crime, vous promenez dans la rue, vous assistez à une altercation, témoin, mortel. Vous pouvez être auteur d'un crime, parce que ça, malheureusement, regardez, la criminalité conjugale et autres, ça touche un peu tous les milieux. C'est pas que le grand banditisme, une bagarre avec un voisin. Bon.
et vous pouvez être juge d'un crime. Ça aussi, c'est paradoxal, c'est que les citoyens, aujourd'hui, peuvent être tirés au sort si vous êtes inscrit sur les listes électorales comme juré de cour d'assises. Il faut avoir 23 ans minimum. Et donc, chaque année, vous avez des milliers de nos concitoyens qui vont rendre la justice. Et les jurés, maintenant, n'interviennent plus que dans les affaires de crimes de sang. Puisque les viols sont traités sans juré, les cours criminels sans juré. Et donc, citoyen, il aime souvent les polars, les séries policières, mais en plus, il peut se retrouver dans la peau d'un juge. Et oui, regardez, aujourd'hui, vous avez 6 jurés qui vont être tirés au sort, plus des jurés supplémentaires, pour, pendant un mois, se pencher sur l'affaire Jubilard. Et ça, pour moi, ça m'incite à essayer de rendre accessible ces notions de justice. Je le fais à travers des livres, des conférences, des interventions dans les médias. On parle tous les jours d'affaires de justice. Mais finalement, comment ça fonctionne ? Pourquoi ? Parce que la justice, on ne s'y intéresse que quand on est confronté. Vous pouvez toute votre vie ne jamais avoir affaire à un palais de justice. Bon, autant vous aurez affaire à l'école et à l'hôpital, vraisemblablement, tandis que la justice, vous pouvez passer toute votre vie. Donc, vous n'allez pas vous intéresser à ça. Si en revanche, un de vos proches est concerné, ou vous-même, là, vous allez découvrir ce monde un peu mystérieux qu'est le palais de justice. Et moi, on l'a fait pendant le procès Lelandais, on recevait beaucoup de scolaires et d'étudiants. On peut assister à un procès, sauf les affaires à huis clos. Donc, n'importe qui peut passer 1 heure, 2 heures à assister à un procès. Et là, on apprend ce que c'est que le vol, le recel, les coups et blessures. C'est des tranches de vie, et c'est un peu comme le théâtre, et c'est gratuit. Et moi, j'ai toujours encouragé mes concitoyens, jeunes ou moins jeunes, à aller passer un peu de temps, à aller voir comment... On apprend beaucoup. Il y a du côté un peu de recherche de sensationnel, mais finalement, c'est la vie du quotidien. Le tribunal correctionnel, c'est des affaires ordinaires. Cour d'assises, c'est différent, ce sont les affaires les plus graves. Mais la délinquance du jour, c'est des conduites en état alcoolique, c'est des bagarres, du trafic de stupes. Ça touche des milliers et des milliers de gens. Et donc, plus on rend accessible la justice, pour ça que moi, je vais beaucoup dans des studios ou dans des tournages ou des enregistrements, des podcasts, plus les gens peuvent se sentir concernés. Et puis, tiens, je vais peut-être me documenter dans tel domaine. Et puis, peut-être qu'un jour, il leur arrivera d'être confrontés à ça. Et votre émission, elle y participe. Complètement. Donc, rendre la justice intelligible, c'est ce que vous faites. On a le sentiment, en fait, que vous avez la volonté de présenter une justice qui est systématiquement une justice de proximité. Votre mission, vous rendre la justice intelligible. Et puis, dans votre dernier livre, si je ne me trompe pas, la volonté aussi de dire que la criminalité, c'est pas juste l'affaire du grand banditisme, de règlement de compte, etc. Mais la criminalité, c'est aussi la criminalité au quotidien. Je crois que j'ai sorti une phrase qui, je crois, résume pas mal le livre, sur les chemins du crime, donc aux éditions Mareuil. Vous dites « Les meurtriers sont parmi nous ». Je crois que c'est exactement l'objet du livre. C'est exactement ça. Il y a 2 ans, j'ai sorti un bouquin chez Mareuil qui s'appelait Cold Case, où je m'étais intéressé, puisque j'ai présidé une commission nationale qui a pour réfléchir sur la façon dont on pouvait améliorer le traitement des cold cases. Et ça aboutit à un rapport. Les affaires non élucidées. Affaires non élucidées. Il y a un pôle judiciaire maintenant à Nanterre qui fonctionne. Il y a des affaires de Marseille d'ailleurs qui ont été transmises au pôle de Nanterre. Et des affaires criminelles hors banditisme qui ne sont pas rattachables à ce pôle de Nanterre, mais qui ne sont pas résolues et qu'on essaie de résoudre des années après. Là, j'ai voulu, dans ce bouquin, sur les chemins du crime, parler des affaires élucidées, des affaires résolues, j'en cite 42, que j'ai connues, soit comme juge d'instruction, soit comme procureur, avocat général d'assises. Et je termine par l'affaire, effectivement, du procès Norda-Lelandais, Maëlys. Et j'ai voulu raconter le crime ordinaire, pas le crime du voyou, ni le crime terroriste, mais le crime du monsieur, madame, tout le monde. Il y a 2-3 affaires qui ne sont pas des monsieur, madame, tout le monde, de tueurs en série que j'ai connus, dont un d'ailleurs, l'affaire Patrick Salamé, qui était un tueur en série qui a sévi à Marseille, qui a tué 4 jeunes femmes, dont 3 prostituées ici, qui a été condamné à perpétuité. Mais des affaires ordinaires, vous savez, la rixe de discothèque. J'en ai connu une terrible à Grenoble où les parents étaient effondrés, leur fils s'était pris un coup de couteau mortel à la sortie d'une discothèque. Enfin, la mort ordinaire, celle qui peut survenir et qui survient tous les jours. Bagarre à la maison, dispute conjugale, bagarre dans la rue, bagarre dans une discothèque.
crime sexuel, puisque malheureusement, c'est arrivé, hein, une jeune femme qui croise la route d'un prédateur. La joggeuse dont on parle, Agathe, hein, c'est une jeune femme qui faisait son jogging, elle a croisé la route d'un type qui est maintenant sous les verrous. Voilà. Et donc, pour dire que le crime, ça touche tout le monde, et qu'à un moment ou à un autre, on va être confronté peut-être au pire qui vous tombe dessus. Et si vous êtes un jour dans la position d'un juge, qu'est-ce qu'on vous demandera de faire, quoi ? Et le juré, on lui demande son intime conviction pour savoir si et les jurés de l'affaire Jubilard auront à dire s'il est coupable ou pas d'avoir tué sa femme, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Et ça, je l'ai raconté dans le bouquin en essayant d'être le plus factuel possible, comme si c'était un juré d'assises qui lisait la relation des faits. Et j'ai eu des affaires dans ma carrière improbables où il y aurait déjà eu meurtre si le type n'avait pas eu un couteau sur lui. Enfin, des trucs. Et souvent, j'ai remarqué qu'une phrase, un mot malheureux pouvait être le détonateur du crime. Ouais. Méfions-nous de l'humiliation, hein, un coup de colère. Si quelqu'un vous traite de quelque chose, l'humiliation, c'est extrêmement dangereux parce que ça vous fait exploser. L'humiliation vis-à-vis de son voisin, de son conjoint. Et là, boum, ça explose. Et là, d'un coup, c'est pas le meurtre prémédité, vous pouvez tuer. Et la capacité homicide de l'être humain, plus chez les hommes que chez les femmes, ça il faut le reconnaître, hein, elle est quand même très forte. Et on a tous, je crois, une part d'agressivité qu'on sait maîtriser avec sa culture, son éducation. Mais si vous avez bu, pris de la drogue, été violenté dans votre enfance par vos parents et tout, il y a plus de risques, même si ce n'est pas toujours le cas. Nordal Lelandais, il a eu une enfance heureuse, oui, c'est devenu un terrible meurtrier, donc ce n'est pas non plus obligé. Mais cette capacité d'agressivité qu'on a tous, qui est consubstantielle à l'être humain, hein, on a tous, qui n'a pas eu... Benoît, je suis sûr que vous avez eu des pensées homicides dans votre vie, peut-être avec un prof, hein, un copain, mais c'est resté dans le domaine de la pensée. Hein. Après le passage à l'acte, hein, c'est autre chose. Et heureusement, on a tous des filtres, mais je crois qu'on le voit avec des fois des gens de milieux sociaux très favorisés qui à un moment basculent. Je raconte dans ce bouquin, à La Ciotat, le meurtre commis par un universitaire, un scientifique de l'UMINI, domaine scientifique, de très haut niveau, qui avait tué sa femme, elle-même scientifique, sous les yeux de coups de pistolet, sous les yeux de leur fils, pour une histoire de séparation. Donc vous voyez, c'est pas uniquement le milieu des marginaux, du quart-monde, etc. Ça peut toucher tous les milieux. C'est pour ça que je persiste à dire que ce potentiel de violence, on l'a tous en soi et on va le refouler jusqu'au jour où ça peut déborder, vous savez, comme une éruption volcanique, boum, ça explose. Et je l'ai malheureusement vécu pendant pas mal d'années. C'est l'objet en tout cas de ce livre que je recommande très largement, puisque je l'ai lu ce week-end et je me suis régalé. Donc 42 affaires sur lesquelles vous avez travaillé, avec effectivement des crimes de tous horizons. Jacques, c'est le moment de clôturer cette émission. Un grand merci. Merci Benoît, c'était très sympa. J'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre donc sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et également sur toutes les plateformes, donc je le disais, podcast, mais aussi sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. À bientôt.